Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans ta maison. Et tu es sur Révise ton cours en 5 minutes. Alors si t'es en troisième, si t'es dans le thème 2 qui s'intitule Le monde depuis 1945, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Néanmoins, dans ce thème il y a 4 chapitres, donc c'est super long. Et te les faire le thème complet en 5 minutes, c'est impossible si je veux être le plus complet possible sans être trop long ou trop pénible. Donc je vais te diviser ça en 4 vidéos. T'es prêt? On y va. Donc ici, t'es dans la vidéo numéro 1 qui correspond au premier chapitre du thème 2, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Donc la guerre froide, c'est quoi? Eh bien, elle commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas de date vraiment de début, mais tu peux dire entre 1945 et 1947. Elle oppose qui? Elle oppose les États-Unis et l'URSS. Pourquoi? Parce que leur idéologie, c'est-à-dire leurs croyances politiques, elles sont incompatibles. D'un côté, pour les États-Unis, tu as une démocratie et le capitalisme comme mode économique. Et de l'autre, tu as une dictature qui s'appuie sur une croyance économique qu'on appelle le communisme et que tu as déjà vu précédemment dans tes cours d'histoire cette année. Ainsi, chacun va vouloir dominer le monde et imposer son idéologie. Comment ils vont faire? C'est très simple. Les États-Unis, dans un premier temps, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le plan Marshall. Donc, c'est un prêt financier aux pays européens pour se reconstruire suite aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. En échange, bien sûr, c'est pas gratuit, d'investissements dans des produits américains. C'est comme ça qu'on récupère le chewing-gum, c'est comme ça qu'on récupère un tas de marques américaines, les jeans, les cigarettes de marque Marlboro, Philip Morris et compagnie. Tout ça va arriver sur le marché européen grâce au plan Marshall. L'URSS, en réponse à ça, elle va mettre en place le Conseil d'assistance économique mutuelle, qui est une entraide économique entre les pays du bloc soviétique. Si tu suis bien, cette opposition, elle va conduire à la séparation du monde en 2 blocs. Un bloc de l'Ouest derrière les États-Unis et un bloc de l'Est derrière l'URSS, qui va être séparé par ce qu'on appelle un rideau de fer qui est virtuel. On ne le voit pas. Qui dit 2 blocs dit volonté d'hégémonie, c'est-à-dire de domination, notamment militaire. D'un côté, on a une alliance du bloc de l'Ouest derrière les États-Unis qu'on appelle l'OTAN, l'organisation du traité d'Atlantique Nord, à laquelle la France appartient. Et de l'autre, on va avoir le bloc de l'Est derrière l'URSS, qui va être uni par ce que l'on appelle le pacte de Varsovie. Pour cette guerre froide, si tu dois retenir un symbole, c'est de ce monde bipolaire, c'est bien la ville de Berlin. Tu as sûrement dû le voir en cours, mais si on refait la chronologie, la ville de Berlin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est divisée par les 4 pays, alors 3 pays vainqueurs plus la France, avec les Britanniques, les Américains, l'URSS et donc la France dont je viens de parler. Donc visuellement, l'Est de Berlin appartient aux Russes. Les autres zones sont divisées entre Américains, Anglais et Français. T'as bien compris que les deux blocs ne s'entendent pas vraiment. Donc ce qui va se passer, c'est que Staline, en 1948, va mettre en place ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Il va bloquer l'approvisionnement de la ville pour que les zones américaines, britanniques et françaises ne soient plus ravitaillées, qu'il n'y ait plus de nourriture, qu'il n'y ait plus de charbon, et qu'en fait la population soit tellement en souffrance qu'elle demande à venir appartenir aux soviétiques. Ça, c'est l'idée de Staline. Ce qui va se passer, c'est que les Américains vont mettre au point un pont aérien, t'as dû le voir, qui va permettre de livrer des marchandises, du charbon, de la nourriture dans les zones qui sont bloquées. Donc il n'y a plus besoin de passer en voiture, mais on va larguer en fait par parachute toutes ces marchandises. Donc le plan de Staline échoue et la ville est libérée. Et ce qui va se passer, c'est que la ville de Berlin va être divisée en 2 entre la partie gauche qui appartiendra à la RFA, la République fédérale d'Allemagne, et la partie droite qui va appartenir à ce qu'on appelle la République démocratique allemande, puisque l'Allemagne va également être coupée en 2.
la partie gauche, donc la République fédérale, ce qui sera dirigée par des Allemands, et de l'autre, la République démocratique allemande, on l'a dit, qui elle sera aussi administrée par des Allemands, mais sous domination communiste. Donc ce blocus, il se termine en 1949. Il va pas vraiment se passer grand-chose pour la ville de Berlin entre 1949 et 1961, sauf que les populations qui vivent à l'est vont passer par Berlin pour aller se réfugier à l'ouest, pour essayer de ne pas plus vivre en dictature. Donc les Russes, voyant ça, en 1961, ils décident de la construction d'un mur divisant la ville en deux. Faut imaginer, la nuit, vous vous couchez, le lendemain matin, vous vous réveillez, il y a un mur qui sépare votre maison de celle de votre voisin. Et vous ne pourrez plus voir votre famille jusque, en 1989. Sauf autorisation particulière, sauf si vous arrivez à franchir le mur, sachant que ce mur a une particularité, c'est qu'il est considéré comme infranchissable, et ceux qui décidaient de le passer pouvaient se faire tirer dessus et donc mourir pour passer à l'ouest. Alors bien sûr, la communauté internationale et notamment les États-Unis vont s'opposer à ça. Célèbre discours de John Fitzgerald Kennedy, président américain, berlinois, pour dire que ils soutiennent. Pour autant, il ne va pas se passer grand-chose et il faudra attendre 1989, j'en reparlerai après, pour que le mur et cette division s'effondrent et qu'on assiste à une réunification par la suite. Alors cette guerre froide, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a aucun conflit entre les deux grandes puissances. Pourquoi? C'est grâce à la dissuasion nucléaire, en fait, où on parle d'équilibre de la terreur, parce que les deux blocs ont peur de voir leur territoire détruit, puisqu'ils estiment que s'ils étaient amenés à faire la guerre l'un face à l'autre, ils seraient obligés, puisque les deux sont désormais, à partir de 1949, en possession de la bombe nucléaire, ils seraient obligés de l'utiliser et donc de se détruire mutuellement. Dès lors, ils se disent qu'ils ne doivent pas s'affronter mutuellement. Alors, il y a bien une rivalité, et elle va se manifester de plusieurs manières. Ça va être par la course aux armements, parce qu'on se fait pas la guerre, mais finalement, on veut quand même être le plus fort et être le plus armé si l'autre attaque. Ça va être par une guerre idéologique et culturelle, via le cinéma, via la radio, via tout ça. Et puis, dans cette guerre idéologique et culturelle, le plus connu, c'est la conquête spatiale que tu as peut-être vu en classe, avec une opposition à celui qui ira le premier dans l'espace, puis le premier qui ira sur la Lune. Donc spoiler alerte, le premier à aller dans l'espace, c'est un Russe, Yuri Gagarin en 1961, mais ce sont les Américains qui seront les premiers au mois de juillet 1969 à marcher sur la Lune. Neil Armstrong saute sur le sol et prononce les mots qui vont rester gravés à jamais dans notre mémoire commune. Avec notamment le célèbre Neil Armstrong. Alors je t'ai dit qu'il n'y avait pas de conflit direct, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise ou de guerre durant cette période. Il faut bien que tu te mettes ça dans la tête. En réalité, il y en a beaucoup. Entre 1950 et 1953, tu vas avoir la guerre de Corée. En 1962, tu vas avoir la crise de Cuba. Ça, c'est le point, c'est l'acmé, si tu veux, le plus haut, l'apogée de la crise entre les deux blocs. On est à quelques jours de l'utilisation de l'arme nucléaire. Ça, je te renvoie à tes cours. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, sinon ça va être trop long. Suite à la crise de Cuba, il va y avoir ce qui va se mettre en place, ce qu'on appelle la détente entre les deux pays, avec même l'installation d'un téléphone rouge, une ligne directe entre le Kremlin russe et la Maison Blanche américaine, qui permet aux deux présidents de se parler pour essayer de désamorcer quand il y a des petites tensions. Pour autant, cette détente ne va pas empêcher qu'entre 1955 et 1975, la guerre du Vietnam, et entre 1979 et 1989, la guerre en Afghanistan. Tous ces conflits, ils ont une particularité, c'est que je vous l'ai dit, ils ne s'attaquent pas mutuellement, mais en fait, ils vont aider deux blocs opposés. Les Américains vont donner des armes et des moyens militaires à ceux qui se disent défenseurs de la paix,
Et de l'autre, les soviétiques vont donner des armes et des moyens financiers et militaires à des partis politiques communistes qui essayent de prendre le pouvoir dans ces pays-là. Donc ça vaut pour la guerre de Corée. Pour la guerre du Vietnam, les Américains entrent physiquement en guerre. Leur armée entre en guerre contre le parti communiste vietnamien et qui est aidé par des moyens soviétiques, mais il n'y a pas de militaires russes ou provenant de l'URSS sur place. Et à l'inverse, en Afghanistan, ce sont les Russes qui interviennent là-bas et les Américains qui fournissent des armes aux Moudjahidines, c'est-à-dire aux défenseurs de la liberté. Alors en 1985, il y a un nouveau dirigeant qui est nommé à la tête de l'URSS. Il s'appelle Mikhail Gorbatchev. Il est partisan de l'apaisement. Il signe avec le président américain un traité de désarmement nucléaire. C'est une grosse avancée. Il met en place dans son pays le glasnost, qui met fin à la censure en URSS. Et enfin, face aux difficultés économiques, il va lancer ce qu'on appelle la perestroïka. C'est-à-dire, ça favorise les investissements étrangers en s'appuyant sur la base du capitalisme introduit par petites touches dans le communisme. Pareil, c'est un échec. En 89, le mur de Berlin va s'effondrer sans réaction de la part des autorités soviétiques, ce qui va entraîner l'effondrement du communisme dans tous les pays d'Europe de l'Est qui étaient soumis à l'URSS. En 91, l'URSS s'effondre totalement et se retrouve divisée en 15 États. Et c'est donc ce qui marque la fin de la guerre froide. Et tout ce qui se passe après 1991, eh bien tu le verras dans la vidéo numéro 4 consacrée au monde depuis 1989. En attendant, si tu as besoin de quoi que ce soit, de toute information, tu vas sur periscola.com, je te mets l'adresse. T'as les documents, la trace écrite, des exercices de révision, plein de choses dont tu aurais besoin. Si tu as besoin d'informations supplémentaires, tu me laisses un petit commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et puis moi, en attendant, je te dis à bientôt.